Les tambours du mariage royal couvraient le hurlement du vent d'hiver. Mais ils ne pouvaient pas couvrir la bête qui arpentait sa cage thoracique. Il venait de lier son sang à une étrangère de haute naissance pour obtenir une armée. L'encre était sèche. Les vœux avaient été scellés par le sang. Puis les lourdes portes en chêne de la grande salle se sont ouvertes, et l'odeur l'a frappé. Aiguille de pain, fumée de bois, et un souvenir qu'il avait enterré il y a 6 ans. Sa compagne oubliée n'était pas morte. Elle était en train de servir le vin. La couronne de fer pesait lourdement sur le front de Conrad, froide contre sa peau. Elle sentait la sueur ancienne et le métal poli. C'était un rappel constant et irritant de la cage qu'il s'était construite. La grande salle de Chênay était étouffante. Elle était bondée, épaule contre épaule, de seigneurs et de chefs de guerre des meutes alliées. L'air était lourd de la graisse du sanglier rôti. Il y avait l'odeur âcre de la bière renversée et le parfum suffocant des invités de haut rang. À côté de lui était assise Isolda, sa nouvelle femme, sa nouvelle reine. C'était une femme remarquable, sculptée dans le marbre pâle des terres du Nord. Sa posture était parfaite. Son odeur était un mélange immaculé et contrôlé d'eau de rose et de menthe. Pour l'œil humain, elle était une vision de perfection royale. Pour le loup de Conrad, elle était une étrangère. Il n'y avait aucune chaleur, aucune reconnaissance primale, aucune étincelle dans le sang. Quand il avait pris sa main pour inciser leurs paumes et lier leur lignée 1 heure plus tôt, sa bête avait reculé. Il l'avait forcé à se soumettre. Il le faisait toujours. Les frontières du Nord s'effondraient. Les renégats sauvages se rassemblaient dans les neiges. Il avait besoin de l'infanterie du père d'Isolda. Et un roi n'avait pas le luxe de se marier pour un lien d'âme profond. Conrad souleva sa lourde coupe de fer, laissant le vin épicé lui brûler la gorge. Il regardait les courtisans rire et déchiqueter la viande avec leurs doigts tachés de graisse. Il célébrait une union qui, pour lui, ressemblait à des funérailles. Loin en dessous du bruit tapageur de la table d'honneur, dans la chaleur suffocante des cuisines du château, Fiona frottait un énorme chaudron en fer jusqu'à ce que ses jointures saignent. Elle ne leva pas les yeux quand les soubrettes chuchotaient sur la robe de soie de la nouvelle reine. Elle ne s'arrêta pas quand le chef cuisinier aboyait des ordres par-dessus le rugissement des immenses feux de l'âtre. Elle continuait simplement de faire tourner la brosse à poils durs en cercle serré et punitif. Le savon à la soude piquait les nouvelles crevasses de sa peau. La douleur physique était une distraction bienvenue. 6 ans. Cela faisait 6 ans depuis la boue et le sang de la bataille de la Crête écarlate. 6 ans qu'elle était allongée dans une tente de toile en lambeaux. Son épaule était pressée contre la poitrine de Conrad. Ses dents s'enfonçaient à la base de son cou, dans une revendication frénétique et désespérée, juste avant que le corps ne sonne l'embuscade. Ils n'étaient que des soldats à l'époque. Il était un fils bâtard du vieux roi, combattant à l'avant-garde. Elle était une simple soldate des bas-fonds. Le lien s'était mis en place avec la violence d'un coup de foudre. Puis l'embuscade est arrivée, la cohue des corps. La lance qui l'a touchée aux côtes, la projetant dans la rivière glacée et en crue. Elle a survécu à l'eau. Elle a à peine survécu aux esclavagistes qui l'ont traînée hors des berges, des kilomètres en aval. Le temps qu'elle se batte pour retrouver sa liberté, des années avaient passé. Elle était entrée en boitant dans les bas-fonds extérieurs de Chênay, pour y voir des bannières flotter. Le vieux roi était mort. Le fils bâtard qui avait survécu à la Crête écarlate avait pris le trône, et il tenait sa cour. Fiona était restée sous la neige fondue, enveloppée de haillons, regardant de loin la procession royale. Elle a vu la dureté de sa mâchoire. Elle a vu le regard impitoyable et mort dans ses yeux. Le royaume lui avait dit qu'elle était morte. Son conseil, désireux de le préparer à un mariage de haut rang, s'était probablement assuré qu'il le croit. Il était un roi maintenant. Elle était une soldate balafrée et brisée, avec une jambe abîmée et sans statut dans la meute. Alors, elle a enterré le lien. Elle a bandé sa poitrine, gardé la tête basse, et a pris un travail à transporter des cendres et à récurer des marmites dans son propre château. La proximité était une lente torture. Les nuits calmes, elle pouvait sentir la douleur fantôme de sa présence. C'était une pulsation sourde à la base de son crâne. Mais une compagne morte était une héroïne tragique. Une compagne estropiée et vivante des bas-fonds était un handicap politique. Elle l'aimait assez pour rester morte, Fiona. Le claquement sec d'une cuillère en bois contre le comptoir de pierre la tira de ses pensées. La vieille Hetty, la chef cuisinière,
la foudroyait du regard, la poitrine haletante. À côté d'elle, un jeune garçon de cuisine pleurait, serrant une main ébouillantée. Un pichet en céramique brisée gisait sur le sol dans une flaque de liquide rouge foncé. Le garçon a fait tomber le vin de sang destiné à la table d'honneur. Hetty siffla, le visage rougi par la chaleur des fours. La coupe du roi est vide. Monte la réserve maintenant. Fiona se figea. Son cœur martelait ses côtes, un rythme violent et frénétique. Non, je ne monte pas à l'étage. Tu le sais, Hetty. Je me fiche de tes manies aujourd'hui, ma fille. Hetty fourra un lourd pichet en argent dans les mains mouillées de Fiona. Le métal était glacial. Toutes les personnes valides servent les seigneurs ou portent la viande. Je n'ai personne d'autre. Monte ses escaliers, remplis sa coupe et redescends tout de suite. Si le roi Alpha lève la main pour du vin et ne trouve que du vide, c'est ma tête qui finira sur une pique. Fiona fixa le pichet. Le reflet dans l'argent poli montrait un visage pâle et tiré. Ses cheveux sombres étaient coupés courts, plaqués sur son front par la sueur. Une cicatrice en zigzag descendait le long de sa joue, souvenir de son temps dans les camps d'esclaves. Elle ne ressemblait en rien à la fille féroce et rieuse de la tante de l'avant-garde. Elle prit une inspiration tremblante, essuyant ses mains savonneuses sur son tablier de lin grossier. Les yeux baissés, se murmura-t-elle, un mantra de survie, serre et part. Les lourdes portes en chêne de la grande salle grincèrent lorsque les gardes les ouvrirent pour laisser passer les serviteurs. Fiona se glissa derrière une file d'hommes portant des plateaux de faisans rôtis. La chaleur de la pièce était physique, un mur de température corporelle et de respiration lourde. Le bruit était assourdissant. Les seigneurs criaient par-dessus le cliquetis de l'argenterie sur le bois. Des chiens se battaient pour des os jetés dans la paille sur le sol en pierre. Fiona garda son regard fixé sur les dalles usées, suivant le chemin vers l'estrade surélevée au fond de la salle. Sa jambe lui faisait mal à chaque pas. La vieille blessure de lance la lançait avec le changement de temps. Elle serra fermement le pichet d'argent, laissant le métal froid l'ancrer. À la table d'honneur, Conrad suffoquait. Isolda lui parlait, sa voix un bourdonnement régulier et mélodieux. « Mon père s'attend à ce que la garnison de l'Est soit renforcée d'ici le printemps. Nous devons sécuriser les routes commerciales avant le dégel. »« Ce sera fait, » gronda Conrad. Il ne la regarda pas. Il contemplait la mer de visages dans sa salle. Aucun d'eux n'était son ami. C'étaient des alliances. C'étaient des poignards attendant qu'il leur tourne le dos. Il sentait un gouffre profond et vide dans sa poitrine. Un vide qui s'était ouvert le jour où Cédric, le conseiller de son père, lui avait tendu la tunique de Fiona, trempée de sang. Il lui avait dit qu'elle avait brûlé dans la retraite de la Crête écarlate. Le loup en lui avait hurlé jusqu'à ce que ses cordes vocales se déchirent. Il avait fait rage pendant des mois. Maintenant, il était juste fatigué. La bête était recroquevillée dans le noir, dormant d'un sommeil engourdi et sans rêve, jusqu'à ce que le courant d'air des lourdes portes en chêne atteigne l'estrade. Conrad arrêta de respirer. C'était faible au début, masqué par l'odeur écrasante de la graisse rôtie, de la bière renversée et de l'eau de rose d'Isolda. Mais pour un loup, l'odeur d'une compagne est une corde sensible. Elle traverse tout. Aiguilles de pin, terre humide, fumée de bois et pluie. La bête en lui ne s'est pas réveillée. Elle a explosé. La main de Conrad se resserra sur l'accoudoir de son trône en bois. Le chêne épais gémit, puis se fissura sous sa poigne soudaine et terrifiante. Sa vision se rétrécit. La vibration basse et gutturale d'un grognement commença au fond de sa poitrine, vibrant contre ses côtes. Conrad, la voix d'Isolda l'irrita, semblant venir de 1000 lieues. « Vous sentez-vous mal ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son impératif biologique surpassait ses fonctions cérébrales supérieures. Ses pupilles se dilatèrent, l'anneau ambré de son iris s'élargissant pour avaler le noir. Ses narines frémirent. Il tourna lentement la tête, suivant la ligne invisible de l'odeur à travers la pièce chaotique. Fiona atteignit le bord de l'estrade. Elle ne leva pas les yeux. Elle sentit le poids oppressant et écrasant de l'aura d'un alpha émanant de la table d'honneur. Mais elle l'attribua à la tension du mariage. Elle se déplaça avec une invisibilité exercée, s'approchant du flanc du roi. Elle tendit une main balafrée et calleuse, inclinant le lourd pichet d'argent sur sa coupe de fer. Le vin de sang rouge foncé coula doucement. Conrad ne regarda pas le vin. Il regarda la main. Il vit les brûlures. Il vit l'ongle manquant sur son petit doigt.
Il vit le tatouage de l'infanterie d'avant-garde sur son poignet, une épée croisée avec un croc de loup. L'air quitta ses poumons. Il releva brusquement la tête. Elle fixait fermement la table. Ses cheveux étaient coupés et ternes. Son visage était creusé par la malnutrition et l'épuisement. Mais la ligne de sa mâchoire, la courbe de sa joue, la façon dont elle retenait sa respiration quand elle était nerveuse. Fiona. Son loup se jeta contre les barreaux de sa cage thoracique, hurlant son nom. Avant qu'il ne puisse traiter l'impossibilité de la situation, avant qu'il ne puisse penser à la couronne sur sa tête ou à la reine à ses côtés, sa main jaillit. Ses doigts massifs et marqués par les combats s'enroulèrent autour du poignet de Fiona, juste au moment où elle finissait de verser. Le contact physique fut un choc violemment électrique. Fiona haleta, le son lui étant arraché. Le pichet d'argent s'entrechoqua bruyamment contre la coupe de fer. Du vin sombre se répandit sur la nappe de lin blanc comme du sang frais. Elle leva les yeux. Elle ne put s'en empêcher. Ses yeux noisettes croisèrent ses yeux ambrés et brûlants. Le temps s'arrêta dans la grande salle. Le rugissement assourdissant du festin se mua en un bruit de fond sourd et statique dans ses oreilles. Elle vit le moment exact où le roi Alpha de Chênay réalisa qu'il avait pleuré une vivante pendant 6 ans. Elle vit le chagrin, puis la rage absolue et dévastatrice. La panique la saisit. L'instinct primal de la proie prit le dessus. Elle tira son poignet en arrière de toutes ses forces. Comme sa prise était lâche à cause du choc, elle se libéra. Fiona se retourna. Elle ne courut pas. Courir déclencherait son instinct de chasse. Et s'il la chassait dans cette salle, cela finirait en bain de sang. Elle marcha, vite, raidement, et terrifiée. Elle se fondit à nouveau dans le flot des serviteurs portant des plateaux vides, gardant la tête basse, boitant lourdement vers les portes de l'arrière-cuisine. Conrad resta paralysé pendant exactement 3 secondes. Mon roi. Isolde toucha son bras. Sa peau semblait être de la glace contre sa chair brûlante. Conrad se leva. Il ne se contenta pas de se lever. Il bondit, renversant sa lourde chaise en arrière. Elle s'écrasa sur l'estrade de pierre. La table d'honneur se tut. Les seigneurs environnants se tournèrent, leur conversation mourant dans leur gorge. « J'ai besoin d'air », articula Conrad, sa voix épaisse, rauque, sonnant plus bestiale qu'humaine. Il n'attendit pas de réponse. Il ne regarda pas sa nouvelle femme. Il descendit de l'estrade et traversa la salle à grandes enjambées. Seigneurs et guerriers s'écartèrent instinctivement de son chemin. Le roi dégageait une dominance létale et sans retenue qui leur hérissait les poils sur la nuque. Il suivit la piste de pain et de fumée de bois. Il franchit les lourdes portes en chêne, laissant derrière lui son propre festin de mariage. Les couloirs de pierre sous la grande salle étaient humides. Ils n'étaient éclairés que par des torches vacillantes et fumantes qui sentaient le goudron bon marché. Fiona se déplaçait aussi vite que sa jambe abîmée le lui permettait. Sa respiration déchirait sa gorge en halètements saccadés. Il m'a vu. Il sait. Oh Dieu, il sait. Elle évita les cuisines principales. Il y avait trop de monde. Elle devait se cacher. Elle poussa la lourde porte en bois des garde-manger profonds. Les chambres froides où le gibier abattu était suspendu pour sécher. L'air à l'intérieur était glacial, sentant le sang cuivré, la viande crue et la sauge séchée. Des carcasses de cerfs et de sangliers pendaient à d'épais crochets de fer au plafond. Les ombres dansaient follement au gré du vacillement de l'unique lanterne. Fiona trébucha dans le coin du fond, se calant entre un mur de pierre froide et un énorme cerf suspendu. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, pressant ses mains sur sa bouche pour étouffer le son de sa respiration frénétique. Elle devait quitter Chênay ce soir. Elle volerait une cape, se glisserait par les vides ordures et disparaîtrait dans la neige. C'était fini. Le secret était révélé. La lourde porte en chêne du garde-manger ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été violemment poussée vers l'intérieur. Le bois craqua contre le mur de pierre avec le bruit d'un coup de canon. Fiona tressaillit, fermant les yeux très fort. Des pas lourds et délibérés résonnèrent sur les dalles. Ils étaient lents, prédateurs. Conrad ne marchait pas comme un roi inspectant sa forteresse. Il se déplaçait comme un loup acculant sa proie. Il navigua entre la viande suspendue, ses larges épaules frôlant les carcasses. La lumière de la torche du couloir projetait son ombre longue et imposante sur les murs couverts de givre. Fiona retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons la brûlent. Les pas s'arrêtèrent.
Il se tenait juste de l'autre côté du cerf suspendu. Elle pouvait entendre sa respiration profonde et rauque. Une main massive s'avança et écarta la lourde carcasse. Le cerf se balança sur son crochet de fer, révélant Fiona blottie dans la saleté. Conrad la dominait de sa hauteur. Il était vêtu du cuir noir de cérémonie et du fer sombre de son armure de mariage. Il paraissait immense, terrifiant. Sa poitrine se soulevait à chaque respiration. Pendant une longue minute angoissante, aucun d'eux ne bougea. Le silence dans la pièce glaciale était absolu, rompu seulement par le goutte à goutte du givre fondant du plafond. « Lève-toi » ordonna-t-il. La voix était à peine un murmure, mais elle fit vibrer la moelle de ses os. L'ordre de l'alpha était involontaire, mêlé à son ton. Le corps de Fiona obéit avant que son esprit ne puisse protester. Elle s'agrippa au mur de pierre rugueux, se redressant. Sa mauvaise jambe céda légèrement et elle trébucha. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, Conrad était là. Il combla la distance en un éclair. Ses mains se refermèrent sur ses épaules, la rattrapant, la relevant. Sa prise était brutale, désespérée. Il la dévisagea. Il catalogua chaque changement. Les joues creuses, la cicatrice en zigzag, le regard terne dans ses yeux qui brûlaient autrefois d'un feu rebelle. Il leva une main tremblante, son pouce calleux traçant le tissu rugueux et saillant de la cicatrice sur sa joue. Fiona ferma les yeux, détournant son visage de son contact. « Ne fais pas ça !» Le souffle de Conrad se coupa. Entendre sa voix, rauque, fatiguée, mais indéniablement la sienne, brisa la dernière digue retenant sa santé mentale. « Ils m'ont dit que tu avais brûlé, » dit-il. Les mots s'arrachèrent de sa gorge, bruts et sanglants. « Cédric m'a apporté ta tunique. Elle était trempée de ton sang. Il a dit que l'avant-garde avait été submergée. Il a dit qu'ils avaient trouvé ton corps dans les cendres. J'ai pris une lance dans les côtes, » murmura Fiona, gardant les yeux fixés sur le sol de pierre froide. Je suis tombé dans la rivière. L'eau m'a emporté hors de la vallée. Des esclavagistes m'ont trouvé avant les patrouilles de la meute. Les doigts de Conrad se resserrèrent sur ses épaules. Il la rapprocha légèrement, son nez planant au-dessus de sa clavicule, inhalant l'odeur qu'il avait désirée chaque nuit pendant 2000 jours. « 6 ans, dit-il d'une voix rauque et brisée. Tu es en vie depuis 6 ans. Depuis combien de temps es-tu dans mon château? 2 ans. Conrad tressaillit comme si elle lui avait planté un poignard dans l'estomac. Il lâcha ses épaules et fit un pas chancelant en arrière. 2 ans. Tu as récuré des marmites dans mes cuisines pendant 2 ans, et tu n'es jamais venu me voir. Tu as été couronné, lança Fiona, levant enfin les yeux. La colère monta dans sa poitrine, chaude et défensive. Je suis revenu, Conrad. Je me suis traîné dans la boue de 3 provinces. Je me suis battu contre des chiens. J'ai eu faim. Quand j'ai enfin atteint Chéné, les bannières flottaient. Le vieux roi était mort, et tu étais sur le trône. Elle pointa un doigt tremblant vers sa couronne de fer. Tu étais entouré de seigneurs et de dames. Le conseil sécurisait ton règne. Sais-tu ce qui arrive à un roi fraîchement couronné et instable, dont la seule compagne est une soldate estropiée de basse naissance? Fiona s'avança, piquant un doigt raide dans sa poitrine blindée. Il la tue, Conrad. Ou il le dépose. Si j'étais entré dans cette salle, Cédric et ses loyalistes m'auraient égorgé dans la nuit, pour te garder disponible pour un mariage politique. Conrad la fixa. L'horrible vérité de ses paroles le submergea. Le conseil. Les hommes mêmes qui avaient juré de le servir. Ils avaient menti. Ils n'avaient pas seulement supposé qu'elle était morte. Ils s'étaient assurés qu'ils le croient. Tu aurais dû me faire confiance, grogna-t-il, la bête brillant dans ses yeux ambrés. J'aurais réduit ce château en cendres avant de les laisser te toucher. J'aurais massacré le conseil. Et alors tu aurais été un roi de cendres, rétorqua Fiona, sa voix se brisant. Tu avais besoin d'une armée. Tu avais besoin de stabilité. Elle détourna le regard, sa colère s'effritant en épuisement. Elle enroula ses bras maigres autour de sa taille, frissonnant dans l'air glacial de la chambre froide. Et maintenant, murmura-t-elle, le combat l'abandonnant. Tu l'as. J'ai vu les bannières aujourd'hui. J'ai vu les emblèmes du Nord. Tu as eu ton armée. Elle se força à lever les yeux, croisant son regard avec une finalité dévastatrice. Et tu as une reine. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds comme la hache d'un bourreau. Conrad baissa les yeux sur ses propres mains. Le sang séché du rituel de liaison s'écaillait encore sur sa paume. Le vœu magique et incassable qu'il avait fait à une autre il y a moins d'1 heure. Un vœu fait pour protéger sa meute. Un vœu fait parce qu'il pensait que son cœur était déjà enterré dans la terre de la crête écarlate.
Il était marié. Lié par la loi, le sang et la magie de la meute à la princesse du Nord. Et sa vraie compagne, l'autre moitié de son âme, se tenait devant lui en haillons, frissonnant dans une chambre froide. Conrad fit un pas lent vers elle. Il se fichait de la couronne. Il se fichait des vœux. Il tendit la main, la glissant derrière son cou. Son pouce reposait sur la faible cicatrice argentée de son point de pulsation. La marque qu'il avait laissée il y a 6 ans. « Je me fiche des vœux », murmura-t-il, sa voix sombre, résolue et terriblement calme. « Je me fiche du Nord. » Fiona secoua la tête, des larmes coulant enfin sur ses joues balafrées. « Conrad, tu ne peux pas, tu es à moi », l'interrompit-il, l'attirant contre sa poitrine. La chaleur de son corps était écrasante. Le lien de compagnon, réprimé et affamé pendant des années, rugit à la vie, faisant crépiter l'air d'électricité statique. « J'ai pleuré un fantôme, mais je ne te laisserai plus dans le noir. Si le Conseil veut une guerre, je leur en donnerai une. » Conrad ne la lâcha pas. Il garda sa main massive fermement enroulée autour du haut du bras de Fiona, la prise étant presque douloureuse. Il ne la traînait pas, mais il ne laissait aucune place à l'évasion. Ils se déplacèrent dans les couloirs de service étroits et non éclairés derrière la grande salle. Les murs ici étaient en pierre brute, humides de condensation. Fiona boitait à côté de lui, luttant pour suivre ses longues et furieuses enjambées. « Conrad, arrête, tu penses avec tes crocs, pas avec ta couronne. » Il l'ignora. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait violemment sous sa barbe. Il ouvrit d'un coup de pied une lourde porte en chêne qui menait à l'escalier en colimaçon de la tour du roi. « Tu ne peux pas juste me cacher », siffla Fiona, s'agrippant à la rampe en fer alors qu'elle montait sa mauvaise jambe sur la première marche de pierre. « Je suis une soubrette. Hetty sait que je suis monté dans la salle. La cuisine remarquera mon absence. » « Qu'il le remarque, » grogna Conrad. Sa voix résonna dans le sombre puits de pierre. C'était la voix du rugissement de l'alpha, vibrant d'un tranchant territorial, qui fit bondir le pouls de Fiona. « Laisse Hetty signaler ta disparition. Laisse-les penser que tu t'es enfui dans la neige. Ce soir, Fiona, tu es morte pour les cuisines. »« Et que deviens-je » rétorqua-t-elle, s'arrêtant dans les escaliers. Elle tira sur son bras, le forçant à s'arrêter et à la regarder. « Ton secret, un animal de compagnie que tu gardes enfermé dans la tour pendant que tu couches avec la reine du Nord pour sécuriser tes frontières. » Conrad tressaillit. Le mot le frappa comme un coup physique. Il descendit d'une marche, la pressant contre le mur de pierre froide. Sa poitrine frôla la sienne. Son odeur, pain et ozone, l'odeur d'un orage qui éclate, l'enveloppa, noyant l'odeur humide de l'escalier. « Ne dis jamais ça, » murmura-t-il, ses yeux ambrés brûlant les siens. « Tu es ma compagne. Tu es la seule chose dans cette forteresse pourrie qui m'appartient vraiment. J'annulerai le mariage. »« Tu as saigné sur le parchemin, Conrad, » cria Fiona, sans se soucier de qui pouvait les entendre dans le puits de pierre. « Je connais les lois des nobles. Un vœu de sang à un pacte du Nord n'est pas rompu par une signature. Il est rompu par la mort. Si tu la rejettes sans consommer l'union, l'armée de son père marchera sur Chênay au printemps. Tu noieras cette ville dans le sang juste pour me garder, alors qu'elle se noie. » La conviction pure et terrifiante dans sa voix la fit taire. Il le pensait. Le garçon qu'elle avait aimé dans la boue de la crête écarlate avait disparu. Cet homme était un roi, et il était prêt à réduire son royaume en cendres pour un fantôme qu'il venait de déterrer. Il se retourna et continua de la tirer vers le haut des escaliers. Ils dépassèrent les appartements royaux principaux et atteignirent le sommet de la tour. Conrad ignora ses appartements personnels et la traîna dans l'antichambre attenante, une pièce en pierre fortifiée, utilisée par la garde personnelle du roi. Un seul homme était de service, Bran. C'était un vétéran de l'avant-garde, une brute massive à qui il manquait la moitié de l'oreille gauche. Il se mit au garde-à-vous lorsque la porte s'ouvrit avec fracas. « Mon roi » commença Bran, puis il s'arrêta net. Ses yeux tombèrent sur la femme sale et grelottante dans le tablier de lin grossier. Il inspira brusquement. Ses narines frémirent. La reconnaissance frappa son visage buriné. « Par les dieux, Fiona. »« Oh, elle est vivante, Bran » dit Conrad, sa voix plate, mortelle, ne laissant aucune place aux questions. « Et c'est un fantôme. Personne ne sait qu'elle est ici. Si quelqu'un ouvre cette porte à part moi, tu lui ouvres la gorge. Compris ?
Bran tira sa lourde épée large, plantant la pointe sur le sol de pierre. Il lança à Fiona un regard de profonde et tremblante révérence. « De ma vie, Alpha !» Conrad se tourna vers Fiona. Il tendit la main, ses jointures frôlant sa joue balafrée une dernière fois. Sa main tremblait. « Reste ici. Verrouille le lourd penne. Où vas-tu » demanda-t-elle, sa voix trahissant une parcelle de la peur qu'elle luttait pour cacher. Conrad se tourna vers la porte. La vulnérabilité quitta sa posture, remplacée instantanément par la colonne vertébrale de fer rigide d'un chef de guerre. « J'ai un festin de mariage à terminer, » dit-il, « et un conseiller à qui parler. » L'antichambre était chaude, un immense foyer crépitait dans le coin, irradiant de la chaleur dans les blocs de pierre. Le lit dans le coin était petit, destiné à un garde, mais les fourrures empilées dessus étaient plus épaisses et plus douces que tout ce que Fiona avait touché en 6 ans. Elle ne s'assit pas dessus. Elle fit les 100 pas. Sa mauvaise jambe la lançait, envoyant des pointes de douleur aiguë dans sa cuisse, mais l'adrénaline la maintenait en mouvement. Le silence de la chambre de la tour était suffocant. Pendant 2 ans, elle avait vécu dans le ventre chaotique et hurlant des cuisines. Le silence signifiait l'isolement. L'isolement signifiait le danger. En bas, dans la grande salle, Conrad était assis parfaitement immobile sur son trône de bois. Le vin de sang avait été nettoyé. Isolda était assise à côté de lui, sa posture toujours parfaite, son expression un masque impénétrable de marbre pâle. « Vous êtes revenu rapidement !» murmura Isolda, sans le regarder, dépeçant délicatement une alouette rôtie avec sa fourchette en argent. « J'espère que l'air vous a éclairci les idées. »« C'est le cas !» répondit Conrad, regardant droit devant lui. Ses yeux étaient fixés sur un homme assis 3 tables plus loin. Cédric, le conseiller principal du roi. L'homme tenait sa cour, riant avec un groupe de chefs de guerre du Sud, ses cheveux argentés captant la lumière des torches. Cédric, l'homme qui avait apporté à Conrad la tunique sanglante, l'homme qui avait organisé les patrouilles de recherche, l'homme qui avait juré sur la tombe du vieux roi que les berges de la rivière étaient vides. Le loup de Conrad griffait l'intérieur de son crâne, suppliant d'être libéré de sa chaîne. Il voulait sauter par-dessus la table d'honneur. Il voulait planter ses crocs dans la gorge de Cédric et arracher la langue menteuse de sa bouche. « Patience !» dit Conrad à sa bête. « Nous ne pouvons pas tuer le chef du conseil sans preuve. Les seigneurs se révolteraient. Nous devons le démanteler. Vous n'avez pas touché à votre viande, » observa doucement Isolda. Elle se pencha. Son odeur de menthe et d'eau de rose écœurante et artificielle, comparée à la réalité profonde et terreuse de Fiona. « Les seigneurs regardent, mon roi. Ils attendent la fin du festin. Ils attendent que nous nous retirions dans nos appartements. L'alliance n'est pas scellée tant que le mariage n'est pas consommé. » Conrad tourna lentement la tête pour regarder sa nouvelle femme. Elle était belle, intelligente et totalement froide. Elle était exactement ce dont son royaume avait besoin, et elle était une étrangère qu'il ne toucherait jamais. « L'alliance a été scellée avec du sang sur le parchemin, » déclara Conrad, sa voix un grondement bas et graveleux. « Je suis fatigué de cette journée. Vous prendrez les appartements de la reine ce soir. Je dormirai dans la tour. » La main d'Isolda s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Pendant une fraction de seconde, le masque glissa. Ses yeux pâles se plissèrent, un éclair de glace nordique authentique perçant la façade polie. « Dormir séparément notre nuit de noces est une insulte à la maison de mon père. » dit-elle, son ton baissant dangereusement. « Je suis le roi Alpha de Chêne, » répondit Conrad en se levant lentement. La pression écrasante de son aura se répandit dans l'espace autour d'eux, lourde et suffocante. « Je ne réponds pas à votre père. Bonne nuit, ma reine. » Il s'éloigna. Il quitta la grande salle dans un silence absolu, des centaines d'yeux brûlant des trous dans son dos. En haut de la tour, Fiona entendit le grattement lourd du penne de fer. Bran ouvrit la porte, s'écartant. Conrad entra. Il avait l'air épuisé. La couronne de fer avait disparu, laissant une marque rouge sur son front. Il retira son lourd surcot de cuir, le jetant sur une chaise en bois. « Tu as quitté le festin », déclara Fiona. « Ce n'était pas une question. J'ai quitté la farce », corrigea-t-il. Il marcha vers elle. Fiona recula jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur de pierre froide. Elle croisa les bras, une barrière défensive. « Tu ne devrais pas être ici. Tu devrais être dans son lit. Si tu ne sécurises pas le lien, elle saura que quelque chose ne va pas. » Conrad s'arrêta à un pas d'elle. Il tendit doucement la main,
enroulant ses doigts autour de ses poignets et abaissant ses bras, brisant sa posture défensive. Je ne la toucherai jamais. Mon âme est liée à la tienne. Si je couchais avec une autre femme, mon loup me déchirerait de l'intérieur. Ton loup est une bête. Tu es un roi, argumenta Fiona, sa voix tremblante. Elle détestait la sensation de ses mains. Elle détestait la chaleur apaisante instantanée qui se répandait sur sa peau. J'ai vécu dans la cage d'un esclavagiste pendant 3 ans, Conrad. J'ai appris comment le monde fonctionne. L'amour ne protège pas les frontières. Les fantassins protègent les frontières. Tu as besoin du Nord. J'ai besoin de toi. Il s'avança dans son espace, la pressant contre le mur. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, inhalant profondément. Le chaume rugueux de sa mâchoire racla sa clavicule. J'ai passé 6 ans engourdi. Je ne retournerai pas dans le noir. Je trouverai un moyen. Il n'y a pas de moyen, murmura-t-elle, fermant les yeux alors que des larmes s'échappaient. Elle laissa sa tête tomber en arrière contre la pierre, s'autorisant enfin à le toucher. Ses mains balafrées se posèrent timidement sur sa large poitrine. Si Cédric découvre que je suis en vie, il finira le travail qu'il a commencé il y a 6 ans. Je suis une menace pour son royaume parfaitement conçu. Conrad releva la tête. Ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient entièrement ambrés, brillant dans la faible lumière du feu. Qu'il essaye, gronda doucement Conrad. J'attends qu'il essaye. Les niveaux inférieurs de la forteresse étaient une ruche de chuchotements frénétiques à minuit. Dans la salle de guerre aux lourds panneaux de bois, Cédric se versa une coupe de brandy épicé. Ses mains étaient stables, mais son esprit s'emballait. Le départ soudain du roi de la table d'honneur, l'humiliation publique de la nouvelle reine, le verrouillage complet de la tour du roi, tout cela n'avait pas de sens. Un coup sec brisa le silence. Un jeune homme à peine sorti de sa formation d'armure se glissa dans la pièce. C'était le garçon de cuisine qui avait fait tomber le pichet plus tôt dans la soirée. « Parle !» ordonna Cédric, sans se retourner. « Monseigneur !» balbutia le garçon en s'inclinant profondément. « Hetty m'envoie. Vous avez demandé à être informé de toute irrégularité parmi le personnel du château. Et la soubrette, Fiona, celle avec la mauvaise jambe, elle a monté le vin de réserve à la table d'honneur. Elle n'est jamais redescendue. Hetty pense qu'elle a volé de l'argenterie et s'est enfuie. » Cédric arrêta de verser. La carafe de brandy flottait dans les airs. Fiona. Le nom était un fantôme très gênant. Il se souvenait de la fille de l'infanterie d'il y a 6 ans, la combattante effrontée et grossière qui avait réussi à planter ses griffes dans le prince bâtard. Lorsque l'embuscade à la crête écarlate s'est produite, Cédric n'avait pas ordonné sa mort. Il n'en avait pas eu besoin. Il avait simplement ordonné aux patrouilles de recherche d'éviter les berges de la rivière où elle était tombée. Quand les esclavagistes l'ont emmenée, il a considéré le problème résolu. La nature avait fait son sale travail politique pour lui. Mais la réaction de Conrad ce soir, le vin renversé, la rage soudaine et violente, la retraite immédiate dans sa tour lourdement gardée. Cédric posa lentement la carafe. Le verre cliqueta brusquement contre le bois. Elle ne s'est pas enfuie. Murmura Cédric. Il se tourna vers le garçon, lui lançant une pièce d'argent. Oublie cette conversation. N'en parle à personne. Le garçon se précipita hors de la pièce. Cédric resta seul dans la lumière mourante du feu. Si la fille était en vie, toute l'alliance avec le Nord était une mèche allumée. Conrad était une créature sauvage et volatile, à peine contenue par le devoir. S'il retrouvait sa vraie compagne, il brûlerait les traités. Il exécuterait le conseil pour lui avoir menti. Cédric devait agir, ce soir, avant que le soleil ne se lève et que le roi ne décide de rendre son fantôme public. Il n'alla pas voir ses propres gardes, c'était trop traçable. Au lieu de cela, il traversa les couloirs silencieux jusqu'à l'aile des invités, où logeait l'entourage du Nord. Il contourna les gardes avec une lourde bourse d'or et entra dans les appartements du capitaine Vane, le commandant de la garde personnelle d'Isolda. « Nous avons une complication », dit Cédric, alors que Vane se redressait dans son lit, attrapant son poignard. « Le roi a un chien errant caché dans sa tour. Si elle survit à la nuit, votre reine sera renvoyée au Nord déguisée et l'alliance de votre père volera en éclats. » Les yeux de Vane se plissèrent. C'était un homme pratique, élevé dans les dures neiges du Nord. Où est-elle? L'antichambre. Un seul garde à la porte. Bran. Il est farouchement loyal au roi, mais il est lent. Cédric se dirigea vers la table, sortant une petite fiole de verre noir de sa tunique.
Le roi boit une tisane de racines de valériane après les festins pour calmer son loup. Demande à un serviteur de droguer la théière. Quand il sera profondément endormi, tu monteras à la tour. 2 heures plus tard, le château était d'un silence de mort. Dans l'antichambre, Fiona était allongée, éveillée, sur le petit lit de camp. Conrad s'était retiré dans sa propre chambre massive par la porte communicante. Il avait insisté pour qu'elle y dorme avec lui, mais elle avait refusé. Elle avait besoin d'espace pour respirer. Elle devait penser à nouveau comme un soldat, pas comme un animal de compagnie choyé. Elle entendit le son faible et étouffé d'un corps heurtant le sol de pierre à l'extérieur de la lourde porte en chêne. Les yeux de Fiona s'ouvrirent brusquement. Sa formation d'infanterie, dormante depuis des années mais jamais morte, inonda ses veines d'une clarté glaciale. Elle roula hors du lit, ignorant la protestation aiguë de sa mauvaise jambe. Elle n'appela pas Conrad. Si c'était un assassin, crier les attirerait directement vers elle, ou pire, directement vers lui s'il se précipitait sans arme. Elle avait besoin d'une arme. Elle se précipita vers le foyer, enroulant ses mains calleuses autour du lourd tisonnier en fer forgé. La pointe était rouge cerise à cause des braises. Le lourd penne de fer de la porte glissa lentement et silencieusement. Quelqu'un avait un passe-partout. La lourde porte en chêne s'ouvrit, révélant l'escalier sombre. Une silhouette entra dans la pièce, vêtu du cuir sombre et sans marque d'un mercenaire. Il tenait un poignard courbé. Il ne regarda pas vers la porte communicante où dormait le roi. Ses yeux se dirigèrent immédiatement vers le petit lit dans le coin. Le voyant vide, l'assassin marqua une pause. Ce fut son erreur fatale. Fiona ne se cacha pas. Elle sortit de l'ombre à côté du foyer, se jetant en avant avec sa bonne jambe. Elle balança le lourd tisonnier de fer chauffé au rouge comme une épée large. Il attrapa l'assassin en plein dans la mâchoire, avec un craquement écœurant. La chaleur brûlante traversa le cuir et la peau. L'odeur de chair brûlée emplit instantanément la pièce. L'homme s'étouffa avec un cri, reculant en titubant, mais il y avait un deuxième homme derrière lui. Vane. Le capitaine du Nord enjamba son camarade tombé, son épée large dégainée. Il était rapide, beaucoup plus rapide qu'une soubrette avec une jambe abîmée. Il se jeta en avant, la lourde lame balayant dans un arc bas et mortel vers ses côtes. Fiona se jeta en arrière, mais elle était trop lente. La pointe de la lame attrapa le lin grossier de son tablier, tranchant le tissu et mordant dans le vieux tissu cicatriciel, tordu sur son flanc. La douleur explosa dans sa poitrine. Elle heurta durement le sol de pierre, lâchant le tisonnier. Vane se tenait au-dessus d'elle, levant son épée pour le coup de grâce. Rien de personnel, l'errante, ricana-t-il. Il abattit la lame. La porte en bois reliant à la chambre du roi ne s'ouvrit pas. Elle explosa. Le bois vola en éclats comme des éclats d'obus, alors qu'une masse sombre et floue déchira le chêne épais. Un rugissement guttural et démoniaque secoua les fondations mêmes de la tour. Conrad n'utilisa pas d'épée. Il n'utilisa pas de poignard. Il frappa Vane avec la vélocité pure et non altérée d'un prédateur alpha. Ses mains massives se refermèrent sur l'armure du capitaine du Nord. Vane fut entièrement soulevé du sol et projeté à travers la pièce. Il s'écrasa contre le mur de pierre avec un craquement d'os, glissant au sol en un tas informe et sans vie. Conrad se retourna, la poitrine haletante, ses yeux brillants d'un ambre terrifiant et luminescent. Il baissa les yeux sur Fiona. Il vit le sang s'accumuler sur son tablier déchiré. Le dernier fil de son humanité se rompit. Le roi Alpha avait disparu. La bête était réveillée, et elle réclamait du sang. Le silence qui suivit le fracas du corps de Vane était plus lourd que le fer. Il sentait l'ozone, le bois fendu, et l'odeur métallique terrifiante du sang frais. Conrad ne regarda pas la forme informe et sans vie du capitaine du Nord. Ses yeux ambrés et brillants restaient fixés sur la tache rouge foncée qui s'étalait sur le lin grossier du tablier de Fiona. Un son bas et vibrant commença dans sa poitrine. Ce n'était pas un bruit humain. C'était le grognement mécanique et cliquetant d'un prédateur dont le territoire avait été violé. Son corps subit un horrible microchangement. Les os de ses mains craquèrent audiblement en s'allongeant. Ses ongles s'assombrirent, s'épaississant en serres courbes et mortelles. Les veines de son cou se gonflèrent, noires et proéminentes contre sa peau. Il tomba à genoux. Le sol de pierre se fissura sous l'impact. « Fiona !» dit-il d'une voix rauque. La voix était déformée.
superposées aux cordes vocales de la bête. Fiona pressa une main tremblante et couverte de sang contre son flanc. Elle se força à s'asseoir, son souffle se bloquant dans sa gorge. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle une agonie froide et aiguë. « C'est superficiel », réussit-elle à dire à travers ses dents serrées. Il a touché le vieux tissu cicatriciel. Je ne suis pas en train de mourir. Conrad n'écouta pas ces mots. Il avait besoin de preuves. Ses mains massives et griffues s'avancèrent, arrachant l'épais tablier de lin sans aucun effort. Il remonta sa tunique rugueuse, exposant la peau déchiquetée et saillante de ses côtes, là où la lance l'avait touché il y a 6 ans. Juste en dessous se trouvait une coupure fraîche et nette, saignant abondamment mais pas mortelle, pas assez profonde pour percer le poumon. La menace immédiate de la mort recula, mais la rage ne le fit pas. Conrad pressa sa grande paume directement sur la blessure, appliquant une pression brutale et nécessaire. Fiona siffla. Son dos se cambrant, mais elle ne se retira pas. La chaleur qui émanait de sa main était brûlante, alimentée par la magie de guérison accélérée de la lignée alpha. La douleur augmenta, puis se retira en une douleur sourde et lancinante, alors que le saignement ralentissait. « Tu as laissé la porte sans surveillance », murmura-t-elle, sa voix rauque. « Bran est dehors. J'ai senti son sang avant que la porte ne s'ouvre, » dit Conrad mécaniquement. Il ne regarda pas son visage. Il fixait l'embrasure de la porte, ses muscles si tendus qu'il tremblait. Ils ont drogué mon thé, Valériane et Aconite. J'étais censé être dans le coma. Il baissa enfin les yeux sur elle. La bête dans ses yeux luttait toujours pour le contrôle, nageant dans les iris ambrés. Si tu n'avais pas frappé le premier, si tu ne t'étais pas défendu, tu serais morte sur ce sol. J'ai survécu 3 ans dans une fosse d'esclavagistes, Conrad. Je sais comment manier un bâton. Elle leva sa main plus petite et calleuse, agrippant son poignet épais. Reprends-toi, regarde-moi. Il cligna des yeux. La lueur dans ses yeux vacilla, s'atténuant légèrement. Qui les a envoyés? Demanda-t-elle, sa voix baissant à un murmure dur et pratique. La reine. Conrad tourna la tête, regardant le premier assassin qui gémissait sur le sol, la mâchoire brisée, serrant son visage brûlé. Puis il regarda Vane, le capitaine du Nord. « Non !» dit Conrad. L'intellect humain revenait, froid et calculateur, fusionnant avec la colère du loup. Isolde est trop pragmatique pour ordonner un assassinat bâclé le soir de ses noces. Elle n'a rien à gagner de ma mort pour l'instant. C'était un nettoyage interne. Il se leva lentement. Les os de ses mains craquèrent à nouveau, alors que les serres se rétractaient en ongles humains émoussés. Il se pencha, passant ses mains sous les bras de Fiona, et la soulevant du sol froid. Il ne la reposa pas sur le petit lit de camp. Il la porta à travers l'embrasure de la porte éclatée dans sa propre chambre, la déposant doucement sur le bord de l'immense lit drapé de fourrure. « Reste ici », ordonna-t-il doucement. Il retourna dans l'antichambre. Fiona regardait depuis l'ombre. Conrad attrapa l'assassin survivant par les lanières de cuir de son armure et le souleva d'un bras. L'homme hurla un son humide et gargouillant à travers sa mâchoire brisée. Conrad le projeta contre le mur de pierre, le clouant là par la gorge. « Je vais te poser une seule question, » dit Conrad. Sa voix était maintenant entièrement humaine, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante. Elle était calme, conversationnelle. « Si tu me mens, je ne te tuerai pas. Je te descendrai aux chenilles, j'ouvrirai tes veines, et je laisserai les chiens de guerre te manger, en commençant par les chevilles. Hocher la tête, si tu comprends. » L'homme, s'étouffant, hocha frénétiquement la tête. Des larmes d'agonie coulaient sur son visage sale. « Qui t'a payé ?» L'homme avala du sang. Il lutta pour former des mots. « Seigneur Cédric, le conseiller nous a payé en argent. Il a dit de tuer les rentes. » Conrad ne montra aucune surprise. Il ferma simplement les yeux une fraction de seconde. La trahison était complète. « Merci », murmura Conrad. Il brisa le cou de l'homme d'une torsion sèche et brutale de son poignet. Il laissa tomber le corps sur les dalles. Conrad retourna dans la chambre. Il se dirigea vers un lourd coffre en chêne au pied du lit et l'ouvrit brusquement. Il en sortit une épée large en fer sombre. Elle n'était pas cérémonielle. Elle était ébréchée, de couleur terne et tachée de vieux sang. C'était l'épée qu'il avait portée à la crête écarlate. « Conrad » appela Fiona en s'agrippant aux fourrures. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je sécurise mon royaume » répondit-il sans se retourner. Il passa devant elle, ses lourdes bottes craquant sur le bois éclaté de l'embrasure.
Verrouille le penne de fer de la porte intérieure. Ne l'ouvre pour personne. Les couloirs de Chênay étaient d'un silence mortel à 3 heures du matin. Les seigneurs et dames des meutes alliées s'étaient depuis longtemps évanouis à cause du vin de sang lourd et des viandes rôties. Cédric était assis dans son bureau privé, entièrement sobre. Une seule bougie vacillait sur son bureau. Il attendait. Van aurait dû être de retour maintenant. Le silence commençait à ébranler ses nerfs. Il se leva, se dirigeant vers la lourde fenêtre drapée de velours. La neige tombait abondamment dehors, ensevelissant la cour du château sous une épaisse et suffocante couverture blanche. Les lourdes portes en chêne de son bureau ne s'ouvrirent pas. Elles furent arrachées de leurs gonds en fer. Le bois se fractura vers l'intérieur, avec la force d'un bélier, s'écrasant contre les étagères. Cédric se retourna, sa main volant instinctivement vers le petit poignard à sa ceinture. Conrad se tenait dans l'embrasure. Il ne portait aucune armure, seulement une chemise de lin sombre et de lourdes culottes de cavalier. Ses mains et ses avant-bras étaient couverts de sang sombre et séchant. Dans sa main droite, il tenait son épée large en fer. Dans sa main gauche, il tenait quelque chose de lourd et de rond par les cheveux. Il le jeta sur le bureau en acajou poli de Cédric. La tête coupée de Vane roula sur les parchemins éparpillés, s'arrêtant contre un encrier en argent. Les yeux morts fixaient le plafond. Cédric se figea. Le sang quitta son visage, le laissant d'un gris pâle et macabre. Il regarda la tête coupée, puis leva lentement les yeux vers son roi. « Il est entré dans ma tour », dit Conrad en entrant dans la pièce. Sa voix était dépourvue de toute émotion. L'absence totale de colère était plus glaçante qu'un rugissement. « Il a essayé d'assassiner une femme sans défense dans mon antichambre. Mon roi, » balbutia Cédric, son esprit s'emballant, essayant de construire un mensonge. « La garde du Nord, ils sont indisciplinés. Il a dû agir de son propre chef. La jalousie, peut-être, pour l'honneur de la reine. Arrête de parler. » Conrad traversa la pièce en 3 longues enjambées. Cédric tira son poignard, mais le geste était pathétique. Conrad ne prit même pas la peine de parer. Il attrapa simplement le poignet de Cédric, appliquant une pression vive et angoissante jusqu'à ce que les os se brisent. Le poignard tomba sur le sol. Conrad poussa le vieil homme en arrière. Cédric trébucha sur une chaise de lecture et s'écrasa sur le sol, reculant à 4 pattes, jusqu'à ce que son dos heurte la cheminée en pierre. « Tu m'as apporté sa tunique, » dit Conrad, sa voix baissant à un murmure bas et grinçant. Il se tenait au-dessus du conseiller, la pointe de son épée large reposant légèrement sur le sol de pierre. « Tu t'es tenu dans ma tente, tu m'as regardé dans les yeux, et tu m'as dit qu'elle avait brûlé. C'était un handicap, » cria Cédric, la façade polie se brisant enfin. La panique et le désespoir lui griffaient la gorge. Tu étais un bâtard. Tu n'avais aucune prétention au trône à part ta lignée, et elle était faible sans armée. C'était une vermine de l'infanterie. Si tu l'avais revendiquée comme ta compagne, les seigneurs t'auraient chassé de la ville en riant. J'ai construit ce royaume pour toi. Tu as construit une cage. Corrigeait froidement Conrad. Et tu as menti à ton alpha. Je t'ai donné le nord, cracha Cédric, serrant son poignet cassé contre sa poitrine. Je t'ai donné Isolda. Je t'ai donné 30 000 lances. Si tu me tues, si tu gardes cette errante en vie, le Nord marchera sur Chênay. Tu perdras tout. J'ai déjà tout perdu il y a 6 ans. Conrad leva l'épée large. Attends. La lame de fer descendit dans un arc brutal et aveuglant. Elle sépara nettement la tête de Cédric de ses épaules. Le corps s'affaissa, le sang s'accumulant rapidement sur le coûteux tapis perçant. Conrad ne resta pas pour le regarder saigner. Il tourna les talons et sortit du bureau. Il n'alla pas à la caserne pour nettoyer son épée. Il ne retourna pas à la tour. Il se dirigea directement vers l'aile des invités. Il ouvrit d'un coup de pied les portes des appartements temporaires de la reine. Isolda était réveillée. Elle était assise dans un fauteuil à haut dossier près du feu, entièrement vêtue d'une simple et lourde robe de laine. Ses cheveux pâles étaient tressés serrés contre son crâne. Elle leva les yeux lorsque Conrad entra, suivant le sang sur ses vêtements et le gore qui dégoulinait de son épée. Elle ne cria pas, elle ne tressaillit pas, elle regarda simplement l'épée, puis son visage. « Le capitaine Vane est mort », déclara Conrad, se tenant au centre de la pièce. « Et mon conseiller principal est mort. » Les yeux pâles d'Isolda se plissèrent légèrement. « Pourquoi ? Parce que votre capitaine a essayé de tuer ma vraie compagne. Et mon conseiller l'a payé pour le faire. »
Isolde traita l'information avec une vitesse terrifiante. Elle regarda le sang sur les mains de Conrad. La soubrette, celle qui a renversé le vin. Ce n'est pas une servante. C'est une vétérane de l'avant-garde, et elle porte ma marque depuis 6 ans. Conrad appuya son épée contre le manteau de la cheminée. Le vœu de sang que nous avons fait aujourd'hui a été construit sur la trahison. Cédric m'a caché son existence pour forcer ce mariage. Je ne l'honorerai pas. Isolda se leva. Elle se dirigea vers un plateau d'argent sur la table et versa 2 verres d'eau. Elle lui en tendit un. Conrad ne le prit pas. Elle but dans son propre verre, le posant avec un léger clic. Vous comprenez ce que cela signifie, roi Conrad? Les vœux de sang ne peuvent être annulés par décret royal. Vous avez rompu un pacte sacré. Mon père considérera cela comme un acte de guerre. Vous avez insulté le Nord. Je vous épargne la vie, Isolda, dit Conrad, son ton lourd de fatigue. J'aurais pu vous tuer dans votre sommeil et accuser les assassins. Je vous donne un carrosse, une escorte et un sauf-conduit pour retourner dans les terres du Nord. Dites à votre père ce que vous voulez. Dites-lui que je suis fou. Dites-lui que j'ai rompu le pacte. S'il marche sur Chênay, je l'affronterai sur le champ de bataille. Isolda le regarda vraiment. Pour la première fois depuis son arrivée, elle vit au-delà du roi fantoche, las et malléable que le conseil lui avait présenté. Elle vit le chef de guerre qui avait survécu à la Crête écarlate. Elle vit un homme qui n'avait absolument plus rien à perdre. Un sourire cynique et fin toucha le coin de ses lèvres pâles. « Vous êtes un imbécile, Conrad, dit-elle doucement. Mais vous êtes un imbécile honnête. Je n'ai jamais voulu de ce misérable château humide de toute façon. Donnez-moi 50 de vos meilleurs chevaux en guise de cadeau de départ, et j'essaierai de convaincre mon père de retarder sa marche jusqu'au dégel du printemps. Cela vous donnera le temps de fortifier vos frontières. » Conrad hocha la tête une fois. Marché conclu. « Bien. » Isolda passa devant lui en direction de son immense armoire en chêne. « Je vous suggère d'aller laver le sang de votre visage. Vous avez un royaume à apaiser demain, et ils n'apprécieront pas un conseiller mort et une reine disparue. » Le soleil d'hiver perça les pics déchiquetés des montagnes de Chênay, projetant une lumière pâle et froide à travers les hautes fenêtres cintrées de la chambre du roi. Fiona était assise sur le bord de l'immense lit. Elle avait lavé le sang séché de son flanc à l'aide d'une bassine en argent et avait bandé ses côtes avec du lin propre déchiré d'une taie d'oreiller royale. Elle portait l'une des lourdes chemises de laine de Conrad. Elle flottait sur sa silhouette mince comme une tente. Le château en contrebas était entièrement silencieux, mais c'était un silence différent de la nuit précédente. C'était le silence lourd et suffocant d'une respiration suspendue. Le lourd pêne de fer se retira. La porte en bois gémit en s'ouvrant. Conrad entra. Il avait une mine affreuse. Il avait nettoyé le sang de sa peau et s'était changé pour une chemise de lin propre et un pantalon sombre. Mais son visage était hagard. Des cernes sombres meurtrissaient la peau sous ses yeux. La couronne de fer était serrée mollement dans sa main gauche. Il ferma la porte derrière lui et la verrouilla. Il ne parla pas. Il se dirigea vers le bord du lit et laissa tomber la lourde couronne de fer sur le sol. Elle heurta les dalles avec un bruit sourd et creux. Puis, il s'affaissa sur le matelas à côté d'elle, enfouissant son visage dans ses mains. Fiona le regarda. L'épuisement absolu qui émanait de lui était palpable. Elle tendit la main, sa petite main balafrée se posant doucement sur sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux sombres et en désordre. Il laissa échapper une longue expiration saccadée, s'appuyant sur son contact. « C'est fini » demanda-t-elle doucement. « Cédric est mort » marmonna-t-il dans ses mains. « Van est mort. Les assassins sont morts. Isolda a quitté les portes de la ville il y a 1 heure avec 50 chevaux et sa garde personnelle. » Le cœur de Fiona martela ses côtes. Elle retira légèrement sa main. « Tu as renvoyé l'armée du Nord. Conrad, tu n'as plus de défense à l'Est maintenant. » Il baissa les mains, tournant la tête pour la regarder. Ses yeux ambrés étaient clairs, vifs et entièrement concentrés sur son visage. « Je me fiche de l'Est. Je me fiche des routes commerciales. Tu dois t'en soucier. Tu es le roi. » La voix de Fiona se brisa. La réalité de ce qui s'était passé s'abattait sur elle. L'adrénaline avait disparu, ne laissant que les mathématiques froides et dures de la survie. Sais-tu ce que les seigneurs feront quand ils se réveilleront et trouveront la reine partie et le conseiller décapité? Ils se révolteront. Ils te traiteront de tyran. Ils me regarderont,
une soubrette balafrée, et ils nous mettront en pièces tous les deux. Qu'il regarde, dit Conrad. Il tendit la main, attrapant sa taille, et la tirant sur le matelas, jusqu'à ce qu'elle soit à califourchon sur ses genoux. Il ignorait son hoquet de douleur, la tenant fermement contre sa poitrine. Qu'il se révolte. Je briserai la mâchoire de tout chef de guerre qui parlera de travers. Je suis l'alpha de ce territoire. J'ai gagné cette couronne dans le sang et la boue, pas dans une salle de conseil. Il leva ses pouces rugueux, traçant doucement la profonde cicatrice en zigzag sur sa joue. Tu as passé 6 ans à te cacher dans la saleté, parce que tu pensais que tu n'étais pas assez bien pour ça, murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion brute. Tu pensais que ma couronne était plus importante que mon âme. Je pensais que je te sauvais, argumenta-t-elle, les larmes lui piquant les yeux. Je t'ai regardé dans la cour il y a 2 ans. Tu étais entouré de nobles. Tu ressemblais à un roi. Je ressemblais à un cadavre. Tu ressemblais à une survivante, corrigea-t-il férocement. Il appuya son front contre le sien. Je suis mort à la crête écarlate, Fiona. L'homme qui est revenu et a mis cette couronne était un fantôme. Je suis somnambule depuis 6 ans. J'ai laissé Cédric me parader. Je les ai laissés dicter mes frontières, mes traités, mon lit. Je l'ai fait parce que je me fichais de vivre ou de mourir. Il changeait de prise, une main glissant à l'arrière de son cou, son pouce pressant fermement contre la faible cicatrice argentée de sa marque de compagnon. Mais je me suis réveillé la nuit dernière, souffla-t-il, la chaleur de sa peau la brûlant. Au moment où j'ai senti le pain et la fumée de bois dans cette salle, je suis revenu à la vie. Je ne retournerai jamais dans le noir. Tu m'entends? Jamais. Fiona ferma les yeux. L'aura protectrice et lourde de l'alpha la submergea, écrasant les doutes persistants et la peur ancrée des bas-fonds. Il n'était plus le garçon de l'avant-garde. Il était impitoyable. Il était terrifiant. Il avait décapité son propre conseiller sans une seconde pensée, mais il était à elle, et elle était à lui. Le Nord marchera au printemps, murmura-t-elle contre ses lèvres. Alors nous passerons l'hiver à aiguiser nos épées, répondit Conrad. Il ne lui demanda pas sa permission cette fois. Il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser hésitant et désespéré de la chambre froide. C'était une revendication. C'était rude, affamé, et avait le goût d'une dévotion territoriale absolue. Fiona laissa échapper un son doux, ses mains s'agrippant à ses larges épaules, le tirant plus près, s'ancrant à la seule réalité qui comptait. Les retombées politiques seraient catastrophiques. La salle du conseil serait un bain de sang d'accusations. Le royaume de Chênay brûlerait probablement d'ici l'été. Fiona ouvrit les yeux, regardant la couronne de fer jetée sur le sol de pierre froide. Qu'il brûle, pensa-t-elle. Des cendres, il construirait quelque chose de réel. Le roi Alpha a réduit ses alliances en cendres pour récupérer sa véritable compagne. Mais la guerre est loin d'être terminée. Fiona survivra-t-elle à la politique brutale des hauts seigneurs? Conrad pourra-t-il défendre Chênay de la colère de l'armée de la Reine du Nord sans son conseiller principal? Le vrai combat pour la couronne commence maintenant, et il s'écrira dans le sang. Si vous avez aimé cette romance de loup-garou sombre et réaliste, explosez le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec votre meute, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine saga épique. Laissez un commentaire ci-dessous. Conrad a-t-il fait le bon choix?